bonjour à tous. Donc, la thématique de mon intervention, c'est la compréhension, un défi quotidien dans les classes. Alors, la question de la compréhension, ça a toujours été une préoccupation première dans ma classe. Mes élèves me comprennent-ils? Se comprennent-ils entre eux? Mon langage est-il à la portée de tous? Et surtout, ma démarche pédagogique leur permet-elle d'apprendre, quelle que soit la discipline? Ces questionnements m'ont amené à essayer plusieurs méthodes, utiliser plusieurs manuels. Mais c'est la démarche de l'ACT, l'atelier de compréhension de texte proposé par le CIFODEM, qui a transformé ma pratique. C'est de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Depuis, je n'ai eu de cesse d'ailleurs d'approfondir mes connaissances, d'enrichir mes expériences grâce aux échanges avec les membres du groupe. Et je me réjouis d'y être associée aujourd'hui. Donc j'en vois quelques-uns qui sont là aujourd'hui. Donc avant d'engager mon discours sur cette thématique du jour, comprendre, est-ce que cela s'apprend et comment? C'est ce comment qui va particulièrement être l'objet de mon intervention. Je vous propose de visionner une vidéo. Bon, encore une vidéo, vous allez dire, d'une dizaine de minutes, il n'y en aura qu'une, afin d'illustrer cette démarche. Il s'agit d'un atelier de compréhension de texte filmé dans une classe de grande section dans le 20e arrondissement de Paris. Plus précisément, c'est un montage de cet atelier qui a duré une trentaine de minutes. C'est en effet le maximum d'attention qu'on peut demander à des enfants de cet âge. Et nous en avons gardé quelques extraits significatifs pour illustrer justement la démarche. Le texte, intitulé « Le coup de balai de la sorcière », est lu par l'enseignante Juliette Mahalin, qui est ici présente, vous allez la reconnaître, enfin avec le masque on ne voit pas forcément bien qu'elle est là, et raconte l'histoire d'une sorcière qui balaye le ciel tous les matins et qui se voit perturbée par un petit nuage pollution qui ne veut pas lui obéir. Elle est extraite d'un album illustré, mais les images ne sont pas présentées aux élèves. C'est l'écoute et la compréhension de l'écrit qui sont en jeu. Donc j'en profite pour remercier Juliette, justement, l'enseignante, à la fois pour sa confiance et pour son accueil dans la classe. Elle met régulièrement ce type d'atelier dans sa classe depuis l'année dernière. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. On en reparle après. Enfin, j'en reparle après. On va faire un atelier, ce qu'on appelle la compréhension de lecture. Donc c'est comprendre une histoire que l'on lit ou que l'on vous lit. Là, c'est moi qui vais vous la lire. Alors, je vais vous lire l'histoire. C'est une histoire qui est écrite, c'est un texte, il est là, écrit sur la feuille de papier, et il n'y a pas d'image. Vous allez devoir, en écoutant l'histoire, fabriquer vous-même les images dans votre tête pour bien comprendre l'histoire. On commence? Vous écoutez? Oui. Le titre. Le coup de balai de la sorcière. Il était une fois une sorcière qui était super propre. Alors, je vous ai lu l'histoire. Le coup de balai de la sorcière. Tout est écrit ici. Maintenant, vous allez me dire ce que vous avez retenu de l'histoire. Alors, comme d'habitude, je vais écrire tout sur ma feuille. Et puis, vous vous souvenez, des fois, vous savez pas exactement. Oui, d'accord, pas tous d'accord. Vous n'avez pas retenu la même chose. Donc, moi, j'écris ici. D'accord. Et pas tous d'accord. Et elle balaye le nuage et elle voit un autre café et après elle voit un nuage au-dessus de sa tête. La sorcière, elle cache le nuage sous le toit. Oui. Il ressort par la cheminée. Il ressort par la cheminée? Non, il ressort pas
par la cheminée. Alors, tu n'es pas d'accord. Qu'est-ce que tu as compris d'autre? Je ne suis pas d'accord. Toi non plus, d'accord. Moi aussi. Vas-y, raconte-nous ce que tu as compris d'autre dans l'histoire. Le nuage, il s'est mis au-dessus de la cheminée. Moi, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Alors, le nuage Pas d'accord. s'est mis au-dessus de la cheminée, nous dit Mathilda, mais certains d'entre vous, vous n'êtes pas d'accord. Elle balaye tous les jours sa maison. Oui. D'accord. Non. Elle balaye tous les jours sa maison. Alors, Nice, il nous dit, elle, c'est qui elle? La sorcière. D'accord. Donc pour ça, vous êtes tous d'accord qu'il y a une sorcière dans cette histoire. Hein, c'est bien ça? Donc la sorcière, elle balaye tous les jours sa maison. Tu n'es pas d'accord? Qu'est-ce qu'elle fait alors tous les jours? Elle balaye le ciel. Elle balaye le ciel? Oui. On va vérifier ensuite si dans l'histoire, dans le texte, il y a bien... Ils disent pas que c'est pas dans l'histoire. Comment? C'est pas qu'ils disent pas que c'est pas dans l'histoire. Qui ne le dit pas? Le texte? L'histoire? L'histoire ne dit pas qu'elle se lave tous les jours les cheveux? Oui, mais comme elle est propre... Ah, d'accord. Il y a Donc deux- vous... Il y a d'autres mots aussi pour dire. D'accord, c'est pour expliquer comment la sorcière est propre. D'accord. Le coup de balai de la sorcière. Il était une fois une sorcière qui était super propre. Vous me l'avez dit ça? Oui. Vous m'avez dit la sorcière est propre. Alors elle balaye le ciel. Est-ce qu'elle balaye tous les jours sa maison? Non. Est-ce que le texte, l'histoire nous le raconte, ça nous le dit? Est-ce que c'est possible que la sorcière qui est super propre balaye tous les jours sa maison? Bah oui, Pourquoi? parce qu'elle est super propre. Oui, peut-être que l'histoire nous le raconte pas, mais peut-être que c'est vrai. Donc plein d'images, plein de choses, de souvenirs de l'histoire que vous m'avez dit étaient bien écrits dans l'histoire. Par contre, elle balaye tous les jours sa maison, ce n'est pas écrit dans l'histoire. Mais peut-être que c'est vrai, puisque c'est une sorcière super propre. Elle se lave tous les jours les cheveux? Oui. Elle range sa chambre. Mais peut-être, puisque le Oui, début, puisqu'elle est super elle est propre. super propre. Très bien. Je cache l'histoire, je cache le texte. Vous avez l'histoire dans la tête. Qui veut nous la raconter? Elle est en train de balayer le ciel. Qui ça? La sorcière. Et il y a un gros nuage elle a fini et un gros nuage qui se place en haut de sa tête. Un gros nuage? Un petit. D'accord, un petit En nuage. haut de sa tête. D'accord. Elle dit va-t'en, nuage. Oui. Et elle dit va-t'en et reste planté au-dessus de sa tête. Et c'est un nuage, oui, il reste planté au-dessus de sa tête. Et Oui. elle se dit elle va le cacher en dessous du toit. Et d'un coup de balai, elle le met en dessous du toit. Et il ressort par la cheminée. Et il reste planté en faisant croire que c'est de la fumée. Comme si c'était de la fumée. D'accord. Quelqu'un veut nous raconter l'histoire? Non? T'écoutons. C'était une fois une sorcière qui était toute propre, super propre, et elle allait balayer les nuages. Tout d'un coup, il y a un petit nuage qui est venu sur sa tête. Au-dessus de sa tête, oui. Planté au-dessus de sa tête. Oui. Un jour. Et la sorcière, elle lui a dit va-t'en
Je viens balayer le ciel. Oui. Et elle dit va-t'en et elle insiste. Elle insiste. Elle a eu une idée, elle le met sous le toit. D'accord, elle le met sous le toit. Et après, d'un coup, elle le met sous le toit et le nuage ressort par la cheminée et fait comme s'il était de la fumée. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a appris là? Raconter une histoire. Raconter une histoire? Apprendre. Apprendre quoi? À lire une histoire. À lire une histoire? Dans sa tête. Dans sa tête? Et qu'est-ce qu'on fait dans sa tête quand on lit une histoire? On imagine. On imagine? On l'enregistre. On l'enregistre. Ça veut dire quoi? Imaginer, enregistrer. Comment vous faites pour imaginer, enregistrer l'histoire dans votre tête? Ça veut dire par exemple, on imprime les paroles dans notre tête. Quand j'en avais une imprimante dans la tête. D'accord. J'aime bien le mot imaginer aussi. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand je vous lis l'histoire? Et il n'y a pas d'image, je vous lis les phrases. Comment? On imagine les images. Vous imaginez les images. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour cet atelier. On en fera d'autres ensemble. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ce sont eux, les élèves, les enfants, entre pairs, qui apprennent à comprendre, à vérifier. On est dans presque une situation de débat à certains moments. Non, moi j'ai pas compris ça, mais si, tu vois, c'est dans l'histoire. Peut-être que, en effet, la sorcière peut se laver les cheveux, parce qu'elle est super propre. Et l'enseignant n'est là que comme médiateur, que comme cadre et de garde-fou par rapport à certaines imaginations débordantes qu'il peut y avoir parfois. Et les progrès sont assez rapides. Au bout de 2-3 séances, on voit déjà vraiment une progression pour chaque élève au sein du groupe. Déjà dans l'écoute du texte lui-même, dans l'écoute des réponses des autres élèves, la prise de parole, le passage de la parole, et donc dans le respect du texte lui-même. Très souvent, les premières séances, il y a des élèves qui ont une imagination un peu plus débordante ou qui s'expriment plus facilement, inventent, rajoutent ce qu'ils aimeraient qu'il soit dans l'histoire. Aujourd'hui, nous avions un personnage principal qui était la sorcière. On n'a pas eu d'extrapolation, on va dire, autour même de l'habillement de la sorcière, de son balai, etc. Elle s'envole dans le ciel. Avec une première séance de ce type d'atelier, ça aurait été tout à fait ce genre d'imagination hors texte qui aurait pu prendre le dessus. Voilà, merci de votre attention. Donc, comme je vous le disais, c'est un atelier qui a duré une 30aine de minutes. Donc là, vous en avez vu un concentré de 10 minutes où, évidemment, on n'a pas pu voir toutes les interactions qui ont pu avoir lieu entre les élèves, sachant qu'on voulait quand même voir à la fin cette dimension de rappel de récit, de métacognition qui est particulièrement importante dans ce type d'atelier, mais je dirais tout autant que toute la discussion qui s'est installée en deuxième étape. Alors, quels sont les enjeux d'une telle démarche? Dans ce montage, on a conservé des éléments de chacune des 4 étapes du protocole, mais je vais commencer par la fin, la dernière étape. Lorsque Juliette demande à ses élèves ce qu'ils ont fait lors de cet atelier, ce qu'ils ont appris. Un élève répond « On a appris à raconter, à lire une histoire ». L'une des élèves précise « dans sa tête ». D'autres disent « on imagine, on enregistre ». Ces mots sont très importants car ils démontrent que l'atelier les a engagés dans un processus de représentation mentale qui, elle-même, les a conduits à comprendre l'histoire entendue. Donc, représentation mentale, Alain comme Pierre ont déjà évoqué ces mots-là. Et c'est sur ce processus qu'il est intéressant de s'arrêter, car il fait sans doute partie des clés de l'apprentissage de la compréhension. En effet, poser la compréhension comme un défi quotidien, ne serait-ce pas justement mettre systématiquement nos élèves dans ce processus de représentation
quand ils sont en train d'apprendre et de ce qu'ils sont en train d'apprendre. Voilà tout ce qui est en jeu dans l'atelier que nous venons d'observer dans la classe de grande section de Juliette, des élèves en train de construire leur représentation d'un récit comprenant des personnages, des lieux et des événements. Alors, comment Juliette est-elle parvenue à conduire ses élèves à une telle activité? Elle a mis en œuvre de manière régulière et fréquente, donc je vais redire régulière et fréquente, car c'est très important, ce protocole précis en 4 étapes. Vous les avez vues apparaître lors de la vidéo, les étapes étaient annoncées, et qui a permis à ses élèves de s'approprier progressivement les stratégies nécessaires à la compréhension des textes. Au cours des premiers ateliers, elle a guidé ses élèves à l'aide de questionnements. Donc ça, c'était quand elle a commencé à mettre en place les ateliers de questionnement de texte, allant vers les ateliers de compréhension de texte tels que vous l'avez vu aujourd'hui. Et à partir de textes soigneusement choisis. 1. Pour accéder au sens littéral du texte, ce que dit le texte, c'est-à-dire d'identifier les personnages présents ou évoqués dans l'histoire, identifier les lieux, identifier les événements et leur ordre chronologique. 2. Pour leur apprendre à percevoir l'implicite du texte, ce que suggère le texte, en développant leur capacité à faire des inférences, c'est-à-dire combler les blancs du texte en faisant appel à des connaissances, à une expérience personnelle et à appréhender aussi les émotions des personnages. Et 3. Pour comprendre un vocabulaire moins familier et une syntaxe de plus en plus complexe de texte en texte. Elle aura ainsi permis de développer étape par étape les stratégies efficaces pour comprendre. Atelier après atelier, de récit en récit, les élèves ont progressivement intégré le questionnement récurrent autour des personnages, de qui parle-t-on dans cette histoire, que cherche-t-il, autour des lieux, où l'histoire se déroule-t-elle, sur la chronologie, que se passe-t-il dans cette histoire, comment se termine-t-elle, etc. Le questionnement de l'enseignante s'est alors peu à peu effacé au profit des propositions des élèves. Et c'est ce que nous observons dans cet atelier, filmé en fin d'année. Compréhension générale du texte. Reprenons les 4 étapes de l'atelier. La première étape, c'est l'écoute attentive d'un récit écrit par un auteur. Les élèves sont dans une posture de réception active du texte. Et c'est parce qu'ils connaissent cet atelier et savent que leur maîtresse va leur demander ce qu'ils ont retenu de l'histoire après l'avoir écouté. Ils le savent, ils ont l'habitude. D'ailleurs, elle le leur rappelle avant de lire le texte. Cette capacité à écouter n'est pas innée, elle s'est construite au fil des ateliers. J'en réfère à la pédagogie de l'écoute de Pierre Péroz. La deuxième étape, c'est la restitution spontanée de quelques éléments du récit, un tour de parole permettant le recueil des représentations et des interprétations possibles selon les élèves, et donc la confrontation de ces diverses interprétations. L'enseignante ne prend pas parti, ses élèves le savent, elle note les propositions en soulignant les éventuels désaccords. Ils le disent eux-mêmes au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'accord ou pas tous d'accord, quand ils la voient préparer sa feuille avec 2 colonnes. Au début de l'atelier, elle prépare sa feuille où elle dit qu'elle va prendre note de ce qu'ils disent et eux-mêmes disent « on est d'accord ou pas tous d'accord ». La troisième étape, c'est le retour au texte écrit qui va permettre de vérifier l'adéquation des interprétations individuelles avec les mots de l'auteur, et ainsi lever les désaccords éventuels et les fausses routes dans la compréhension du texte. Ce retour permet aussi de s'accorder sur certaines interprétations acceptables au regard des blancs du texte. Dans les vidéos, nous voyons bien la réaction d'un élève qui revendique sa part d'interprétation quand il dit que la sorcière se lave tous les jours les cheveux. Il dit « c'est pas parce qu'ils ne le disent pas que c'est pas dans l'histoire ». La maîtresse demande alors « l'histoire ne dit pas qu'elle se lave tous les jours les cheveux ?» Et une autre élève répond «
oui, mais comme elle est propre, et la maîtresse de conclure, ah d'accord, c'est pour expliquer que la sorcière est propre. Elle leur accorde ainsi la possibilité d'une interprétation de l'histoire dès qu'elle ne trahit pas le texte de l'auteur. Enfin, la quatrième étape, c'est la métacognition, et celle qui permet aux élèves de prendre conscience du cheminement qui leur a permis d'accéder à la compréhension de ce récit. C'est cette étape incontournable, j'insiste là-dessus, qui leur permettra de réinvestir les stratégies au fur et à mesure de la rencontre des textes. Et j'y reviens quand la maîtresse leur demande à la fin « Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a appris là ?» Ils répondent « On a appris à lire une histoire. » Et quand elle poursuit en leur demandant « Et qu'est-ce qu'on a fait dans sa tête quand on lit une histoire ?» Ils répondent « On l'enregistre, on imagine, on enregistre les paroles dans sa tête. On imagine les images, disent-ils, pour finir. » Comme on peut le constater, ce protocole relève donc d'une réelle démarche pédagogique, car la posture de l'enseignant est capitale. Elle réside dans une écoute bienveillante mais exigeante. Ce n'est pas l'enseignant qui valide les réponses, c'est le texte lui-même. Et la maîtresse le rappelle plusieurs fois. Elle les ramène au texte. Ah, mais est-ce que c'est ce que le texte dit? Et elle énonce une partie du texte. Ce n'est pas une posture habituelle, on le sait, et elle peut déconcerter d'ailleurs les élèves au début. Habitués qu'ils sont à entendre la bonne réponse de la bouche de l'enseignant. C'est souvent dans ce sens-là que ça se passe. Et c'est aussi une posture qui s'apprend. Il faut parfois lutter pour conserver cette neutralité impassible, être en réception, en retrait, mais cela en vaut la peine. Cette démarche, ce protocole, peut s'appliquer à la fois à tous les niveaux de classe, de la moyenne section au collège, parce qu'il faut quand même avoir déjà les premiers mots pour pouvoir s'engager dans cet exercice. Et j'en témoigne personnellement pour l'avoir pratiqué à plusieurs niveaux de classe, ou observé dans des situations de texte entendus ou lus seuls, puisqu'évidemment, dès que les élèves deviennent lecteurs, ce travail se met en œuvre avec du texte lu par les élèves eux-mêmes. Et il peut s'appliquer aussi à de nombreux apprentissages scolaires, en mathématiques dans la résolution de problèmes, ou bien en sciences dans l'émission d'hypothèses pour comprendre un phénomène, c'est déjà le cas dans de nombreuses classes dans ces disciplines, ou encore en géographie pour comprendre l'aménagement des territoires, c'est déjà moins souvent le cas, pour ne citer que quelques exemples. Et ces apprentissages passent en effet par des représentations, et je le redis, par la confrontation de ces représentations. Alors, mettons nos élèves au quotidien dans cette posture systématique de chercheurs, de bâtisseurs de leur savoir, afin à la fois de leur donner soif d'apprendre et de s'enrichir. On voit bien sur cette vidéo que les enfants sont actifs, ils cherchent, ils se contredisent, ils font évoluer leur représentation après avoir entendu celle des autres et après avoir vérifié dans le texte à l'aide de la maîtresse. Donc notre posture d'enseignant, je le disais, est cruciale dans cette construction, car elle va entraîner, de fait, un changement dans la posture des élèves. Il faut les laisser émettre des hypothèses, énoncer leurs propositions, même si elles sont erronées, ne pas manifester son accord ou son désaccord, et surtout ne rien valider pendant ce temps de débat, je dirais, ce bouillon de culture, de réflexion collective, afin de prendre la mesure de ce que chacun a compris à l'écoute du texte, ou à la lecture d'un problème mathématique, ou encore au visionnage d'un documentaire historique, pour reprendre d'autres exemples. Il est nécessaire de les interpeller pour accompagner ou pour relancer la discussion en posant des questions du type « Es-tu d'accord ? Pourquoi ? As-tu compris autre chose ?» Ça change du « Vous êtes tous d'accord ?» C'est pas la même chose. As-tu compris autre chose, pour permettre à chacun d'exprimer son désaccord ou d'apporter éventuellement un nouvel élément et ainsi cheminer vers la compréhension collective et individuelle de l'objet d'apprentissage. Et enfin, il est de notre devoir de les ramener à la norme
et aux règles intangibles s'il s'en éloigne, en s'appuyant sur les preuves, c'est-à-dire ce que dit un texte, mots et phrases à l'appui, on l'a vu, ou une propriété mathématique, ou encore une preuve historique, pour reprendre les mêmes exemples. Juliette, à cet égard, parle à la fin de garde-fous. Nous sommes des garde-fous, afin de contenir l'imagination parfois débordante de certains élèves, ou leur retour à leurs propres expériences et à leur intime, alors qu'on est en train d'étudier un texte qu'on cherche à comprendre. Et même si on a le droit à l'interprétation, tout ce qui peut être amené de l'intime et qui partirait dans de la représentation complètement individuelle et personnelle, il faut la remettre à sa place. Alors voici donc le défi quotidien que nous devons nous lancer dans nos classes. Nos élèves ne sont pas de simples réservoirs dans lesquels nous devons déverser des connaissances. Laissons-les construire, exprimer leurs représentations afin qu'ils se sentent à la fois impliqués, respectés et en confiance. Ils n'arrivent pas vides ou creux chaque matin à l'école et savent souvent beaucoup de choses. Pas les mêmes selon leur origine sociale, culturelle, pas au même niveau. Et alors, à nous de mettre en place des situations propices à cette écoute mutuelle et à la co-construction de leur savoir. Ainsi, non seulement ils apprendront, mais ils se construiront comme citoyens ouverts et éclairés. L'enjeu est primordial en ces temps où les images comme les propos peuvent manipuler les esprits qui ne sont ni sollicités, ni stimulés, ni entendus. Alors oui, pour conclure, la compréhension ne va pas de soi, elle s'apprend, et son enseignement est à la portée de tous, grâce à des démarches telles que nous en présentons aujourd'hui. Complémentaires, je pense. Les collègues que nous accompagnons nous font à la fois part des bienfaits de ces pratiques pédagogiques sur leurs élèves, à la fois dans leurs apprentissages et leur comportement, mais aussi de leur plaisir à enseigner ainsi. Et grâce à ce changement de posture, chacun trouve un nouveau sens à ce qu'il vient faire à l'école chaque matin. Voilà, je vous remercie de votre attention.